Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Stivalgo, le podcast qui redonne des techniques, des astuces, des bonnes pratiques à l'industrie de la construction. Aidez-nous dans notre mission et partagez ce podcast avec votre network. Aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Franco Santoriello qui va nous parler de la compagnie Sandco, les enjeux, les défis, les forces d'une dynamique familiale, puis comment on fait pour gérer à 6. Bonjour Franco, comment ça va ce matin? Bonjour, super bien, et toi? Ben, ça va super bien, on est content d'être avec toi. Puis justement, peut-être qu'on peut commencer, Franco, par le fait que tu te présentes un peu ton rôle puis un peu l'entreprise en soi. Ben oui, Franco Santoriello, je m'occupe principalement de coffrage Sandco. C'est une entreprise familiale. On est spécialisé dans le domaine du coffrage au Québec. Un joueur d'importance là, dans les plus gros, là. Puis, mon rôle est un rôle de vice-président aux opérations, puis en stratégie aussi pour l'entreprise. Donc, et je m'occupe aussi du département de grue, qui est mon petit dada, là. Ça fait depuis longtemps, fait que j'ai encore ça dans ma cour, là. Ouais, un petit dada. Je pense que c'est beaucoup de charge de travail. Ouais, ben, avec passion, là, je l'ai fait que j'aime ça, fait que je le ressens pas. C'est beaucoup plus le reste en gestion puis en opération qui occupe beaucoup de mon temps, là. C'est important d'avoir la passion. On va y revenir tantôt. Fait que Sandco, c'est une entreprise qui évolue depuis 1982. Oui. Et vous êtes 6 frères, si je me trompe pas. C'est bien ça? Exactement. 6 frères et 2 sœurs aussi. Qui sont pas dans l'entreprise, décidé de faire d'autres choses, mais les 6 frères, on est tous dans l'entreprise puis on travaille dans l'entreprise. Excellent, puis c'est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai connu des entrepreneurs qui ont eu des entreprises familiales. Moi-même, d'ailleurs, mon entreprise de construction, c'était familial. Puis ça vient avec des forces, des défis puis des faiblesses. Moi, je suis intéressé que tu nous parles un peu de comment vous avez structuré ça pour que ça vous rende où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui. Écoute, il y a eu comme deux passages importants. Donc, il y avait vraiment le début de l'entreprise qui s'est vraiment fait avec mon père, le fondateur, avec Lino, Marco et Antonio. Donc, ça, c'est la mise au monde de l'entreprise, si tu veux. Petite parenthèse, beaucoup ma mère aussi, parce que c'est ma mère qui a extrêmement poussé mon père à partir de l'entreprise puis avoir une entreprise. Tu sais, il mettait de la pression, il disait « Oui, t'as un bon salaire, oui, ça va bien, mais t'as 8 enfants, puis je veux qu'on ait une entreprise, je veux qu'on avance. » Fait que c'est un peu ma mère qui a poussé mon père à être dans le coffrage, là. Ben, pas être dans le coffrage, mais du moins d'avoir une entreprise, là. Fait que Lino et Marco et Antonio ont comme parti de l'entreprise avec mon père, tu sais, en jeune âge. Puis, vers les années 2000, il y a eu comme la deuxième batch de frères qui est Eddie, Sergio et moi qui avons intégré l'entreprise. Puis, vraiment, dans l'entreprise, tout le monde avait des tâches, des responsabilités, un peu qui matchaient nos forces. Et c'est un peu comme ça que les choses se sont prises. Chacun de nous avons des études et des choses où on a étudié, qu'on a pris une certaine ligne qui ne représente pas nécessairement ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc, ça a parti, puis disons, vers les années 2003-2005, là, l'entreprise, elle a commencé vraiment à prendre de l'expansion. Puis là, les choses se sont un petit peu plus structurées, mais on a comme tous pris naturellement notre place à travers tout ça. Donc, tu sais, on n'a pas décidé, OK, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. C'était vraiment un process qui était ongoing, là, qui avançait, puis que les gens ont comme pris un peu leur place, puis ceux qui avaient des forces pour certaines choses, ils ont accompli ces choses-là, puis avec le temps, ça a évolué. Maintenant, on est beaucoup plus dans une structure avec des titres, avec des choses, mais la mission première de tous les frères puis de toute la famille, c'était que l'entreprise progresse, puis qu'elle avance, puis qu'elle soit bien, puis c'était pas genre c'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est on fait ce qu'il y a à faire pour que ça avance. On a une mission conjointe, puis exact.
tout le monde rentre dans le même sens. Tu sais, je veux dire, c'est facile à dire, là, ça, Oui, mais c'est pas facile à faire Absolument. pour avoir passé par là. Mais quand vous avez commencé à travailler ensemble, est-ce que c'était identifié que toute à force, Franco, c'est telle chose, ou est-ce que ça s'est fait plus organiquement en collaborant? Oui, non, c'est en collaborant, puis surtout dans le respect, puis dans l'acceptation. Parce que, à la fin de la journée, c'est ce qui compte, c'est d'être capable de reconnaître les forces et les faiblesses de chacun. Comme un bon leader, comme dans une entreprise, comme dans n'importe quoi, comme dans un chef d'équipe, comme dans un contremaître de chantier. Je pense que tous les humains sont bons. Ils ont tous une force, une faiblesse. Il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus performants. Il y en a qui le sont moins. Mais la force, c'est d'être capable de mettre les personnes au bon endroit puis de les laisser accomplir ce qu'ils sont capables de faire. C'est bien dit, ça, Franco. On avait justement une présentation générale d'équipe hier, puis on parlait des 6-10 fonctions d'une équipe. Puis là, tu viens de mentionner de faire confiance. La confiance, absolument, c'est la première fondation. Tu sais, ça s'image dans la pyramide. Fait que, est-ce que tu as assisté à notre conférence hier, Franco? Non, malheureusement, je n'étais pas là, mais écoute, c'est vraiment un principe. Puis, aussi, dans la confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Tu sais, souvent, on veut dire, OK, ben, je te fais confiance, je te laisse carte blanche. C'est pas vrai. C'est faire confiance, c'est une chose, puis contrôler, avoir un contrôle sur qu'est-ce que les personnes font, puis entre frères et entre nous, c'est la chose la plus importante parce que c'est de la bienveillance un envers l'autre. Fait que de faire confiance, c'est une chose, mais de se réunir puis de contrôler, de voir que c'est bien ça, de voir que les objectifs sont respectés, ben c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est incroyable ce que tu viens de dire parce que là, ça fait plusieurs décennies que vous travaillez ensemble, tu sais, mais trouver cet équilibre-là là, entre bienveillance, faire confiance puis contrôle, y a-tu une réponse? On peut-tu partager un secret avec l'audience pour les aider, des conseils? Parce que ça, je sais même pas si ça se trouve, là. C'est drôle, puis ça va peut-être venir défaire tout ce que j'ai dit, mais c'est peut-être de ne pas avoir confiance. OK. Puis, ce que je veux dire par là, c'est de pas assumer des choses, de pas... Fait que il faut avoir confiance en nos partenaires, il faut avoir confiance à nos alliés, à tous le monde qui sont autour de nous, mais en même temps, cette confiance-là doit être contrôlée, puis on doit être capable d'avoir accès à l'information, puis de se rassurer que cette confiance-là, elle est correcte. Donc, je pense qu'à travers tout ça, c'est d'avoir de la clarté, puis d'avoir de la transparence, puis d'être capable de voir un peu, pas prendre tout pour acquis, là. J'aime bien ça parce que tu sais, quelqu'un qui pas cache de l'information, mais qui garde des affaires de son bord, ça inspire pas confiance. Fait que, exact. Avec les années qui passent, quand c'est des livres ouverts de part et d'autre, chacun a leur responsabilité, puis on rame tout dans le même sens. Tu sais, ça s'amplifie, cette confiance-là. T'sais. C'est les débuts qui sont touchés quand c'est rock'n'roll. Là. Puis c'est un fardeau énorme, là, de garder de l'information, de pas être capable de... Tu sais, il y a un problème, puis on en a tous des problèmes, là, on en vit tous des choses, mais de les garder pour soi parce qu'on veut faire foi de courage ou d'être en contrôle ou de dire, écoute, oui, ben, je vais m'en occuper, mais ça vient amener un stress énorme aussi. Là. Fait que d'être capable de le partager, de dire, hey, les gars, je pense que là, on n'est pas sur la traque, on n'est pas sur ci, ben, tout le monde est sensibilisé, puis tout le monde peut être capable de ramer dans le bon sens. Là. Tout à fait. Est-ce que, Franco, tu peux nous parler un peu de ta perspective des avantages versus des défis de travailler en famille? Les avantages, il y en a plein, parce que, écoute, toute cette relation-là de confiance ou de fraternité, ben, elle est extrême. Il n'y a pas ce doute-là d'un partenaire étranger ou de quoi que ce soit, il n'existe pas. Le fait d'avoir accès à des frères, je pense que c'est pas donné dans une vie à tout le monde de pouvoir travailler avec 5 de ses frères.
je pense que juste ça, c'est une chance incroyable. Puis cette fraternité-là aussi, elle sert à beaucoup plus que pour l'entreprise. On est capable de savoir que tu peux vraiment compter sur quelqu'un. Tu sais, si j'ai un problème, je dis à mon frère, écoute, je suis pas capable de faire ça, je suis pas capable de est-ce que tu peux aller là pour moi ou est-ce qu'on peut régler ça ensemble? Mais ça fait toute la différence parce que c'est vraiment un lien fraternel qui est beaucoup plus grand que d'être un partner ou d'être un simple partenaire. Puis je suis pas prêt à dire que deux partenaires complètement étrangers dans une entreprise peuvent pas vivre ça. Ça peut l'être. Sauf que nous, c'est encore plus facile. C'est comme... J'ai pas besoin d'avoir de doute, j'ai pas besoin de rien avoir parce que c'est mon frère, puis ça y va normalement, c'est plus fluide. Là. Puis, écoute, il y a plein d'autres choses. Là. C'est quand même une fierté là, d'être capable de travailler, de voir ses frères à tous les jours, de voir chacun de nous évoluer. Puis, pour les désavantages, ben il y en a plein aussi. Là. Des fois, on est obligé de... Des fois, d'avoir un consensus aussi, c'est plus long. Des fois, d'avoir une vision claire pour tout le monde en même temps, c'est pas tout à fait pareil pour tout le monde. Fait qu'on a besoin d'être beaucoup plus politique, de vouloir inclure pour être capable d'amener la vision dans une certaine direction parce que on est tous différents, là, mais absolument. On essaye d'avoir le même but. Là. Absolument. Puis, tu sais, j'ai comprends les avantages. Tu sais, le lien que tu parles, c'est comme si c'était au-delà d'un meilleur ami. Tu sais, on dit souvent un meilleur ami, tu l'appelles à n'importe quelle heure de la nuit. Si tu es dans le trouble, il va venir t'aider. Mais c'est difficile à expliquer le lien. Moi, je l'ai vécu parce que mon frère, j'ai été associé avec lui dans mon entreprise de génie civil, puis je serais pas où est-ce que je suis rendu aujourd'hui sans mon frère. Tu sais. Fait que le lien, je le comprends. Je veux qu'on l'expose à des gens qui peut-être ont des entreprises familiales ou qui pensent en avoir. Fait que, tu sais, les désavantages, c'est sûr qu'il y en a. Ah oui. Mais la question, c'est quel qui est plus pesant, tu sais. Puis moi, mon point de vue, c'est définitivement, travailler en famille, c'est beaucoup plus avantageux que désavantageux. 1000 fois. Écoute, tu sais, je veux dire, dans une famille normale, là, où j'aurais eu ces frères-là, ces sœurs-là, qui auraient travaillé un peu ailleurs, le lien familial aurait été important parce que, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est très présent chez nous, à part le fait qu'on va y travailler, qu'on travaille ensemble. On est très attaché à nos origines, à une certaine manière de faire que nos parents nous ont appris. Tu sais, tous les mercredis, on soupe ensemble. À tous les 2 dimanches, la famille complète est ensemble. Wow. Donc, on est à peu près 35, 36 avec des amis, des fois, là, qui viennent. Mais ça, c'est à tous les 2 semaines, à tous les Noëls, toutes les fêtes importantes, on est ensemble. Puis ça, c'est super. Je veux dire, ça, on est capable de maintenir une famille, on est capable de maintenir des traditions qu'on a. Mais en plus, j'ai la chance de vivre tous les jours avec mes frères, de les côtoyer, de dîner ensemble, de crier, de pleurer, d'être heureux qu'on a eu des contrats, d'être malheureux qu'on a perdu de l'argent, mais ça fait que même rendu au dimanche, c'est pas genre « Ah, j'ai passé toute la semaine ensemble, j'ai pas le goût de le voir ». C'est sûr que quand c'est moins fun time, que les choses sont plus tough, ben c'est dur de voir quelqu'un tout le temps, mais en même temps, ça t'aide de voir tout le monde, là. C'était justement un des points que je voulais aborder parce que ça prend des mécanismes en place pour protéger les liens familiaux parce qu'on en entend des histoires d'horreur. Absolument. De 2 frères qui se parlent plus jamais. Ça me rend énormément triste parce qu'ils ont passé à côté de la traque. Tu sais. Absolument. Puis ce que j'entends aussi, c'est énormément de reconnaissance. Puis moi, c'est quelque chose que je vis à tous les jours. J'ai de la reconnaissance pour plein de situations qui se produisent. Puis je pense que vous autres, dans votre famille, il y a énormément de reconnaissance pour où est-ce que vous êtes rendus aujourd'hui. Absolument. Reconnaissance, respect, c'est les 2 valeurs les plus importantes parce que le respect, c'est la base de tout. Je veux dire, tu peux ne pas être en accord, tu peux pas adhérer à une vision, tu peux être pas en accord avec certaines choses, mais le collectif doit tout le temps prendre le dessus. Fait que le respect des individus entre nous,
c'est la colle, là. C'est ça qui... Tu sais, fait que t'essayes tout le temps de garder cette zone-là parce que c'est quand tu dépasses une certaine frontière puis que tu manques de respect envers la personne devant son équipe, devant si, ben ça, tout vient s'écouler, là. Tu sais, puis là, c'est pour ça que des fois, tu peux avoir des problèmes entre frères et tout. Mais nous, cette ligne-là, elle n'est jamais dépassée. Est-ce qu'on chicane? Est-ce qu'on se gueule après? Est-ce qu'on on fait notre point? Oui, absolument. On est émotif, on est des entrepreneurs, on est du monde qui veulent faire notre point. Des fois, pas des fois, la plupart du temps, on parle fort parce qu'on veut s'imposer. Mais à la fin, c'est respectueux. Là. C'est une situation, puis on essayait de protéger quelque chose. Donc, chacun part de son côté, puis t'es pas en tabarnak, là. Tu l'appelles, puis tu te rappelles, puis tu te vois le dimanche, souvent le samedi, peu importe. Mais c'est la base. Puis la reconnaissance, c'est de comprendre aussi que dans l'entreprise, il y en a qui ont été des acteurs plus importants que d'autres, mais qui ne sont pas moins importants ou plus importants. C'est ça, être reconnaissant. Mes frères plus vieux, Lino, Marco, Antonio, qui ont été dans l'entreprise, ils ont fait des sacrifices énormes pour arriver à un certain point. Nous, la deuxième batch, les plus jeunes, on a permis d'évaluer l'entreprise de d'autres manières. On est arrivé avec d'autres choses. Mais c'est important de garder ce respect-là puis cette reconnaissance-là parce que c'est ça qui fait que ça tient tout ensemble. Ou sinon, on veut pas qu'il y ait des individus qui se pensent plus grands que notre cause ou notre entreprise, là. Ça, c'est un défi qu'on voit partout. Tu sais, on a tous des égos, puis on veut tout foncer, puis on veut tout amener nos entreprises à d'autres niveaux. Fait que, tu sais, à 6, il y a des défis. Merci d'en partager. Mais ce que j'entends, c'est que le respect, ça va vers la confiance. Absolument. Sans respect, il n'y en aura pas de confiance. Absolument. Absolument. Fait que maintenant, ça m'amène un petit peu à la deuxième section du podcast où on voulait parler un peu de la prise de décision. Maintenant qu'on a parlé de la famille, comment opérationnellement ça marche de prendre des décisions à 6? Écoute, c'est quand même une chance de pouvoir partager puis de pouvoir prendre des décisions à 6. C'est tout simplement comme un CA, là, très, très normal. Il y a chacun de nous qui va exposer une vision, un besoin, des achats à faire, des contrats importants à décrocher. Évidemment, chacun arrive avec son dossier bien structuré, puis il le présente au reste du monde. Puis, écoute, on vote, puis on en discute. Des fois, on n'a pas le consensus de tout le monde. Puis, par contre, ce qu'on fait, c'est que s'il y a une personne qui est convaincue je dis n'importe quoi, là, c'est un exemple mais disons, on veut... à un certain moment, on voulait avoir tous des outils à batterie. Certains étaient d'accord, certains n'étaient pas d'accord. À la fin, on n'a pas juste voté puis dire c'est oui ou c'est non. On a fait confiance aux frères qui parrainaient le dossier. Puis, du moment qu'on a pris la décision ensemble, par contre, tout le monde le back. Fait que si à la fin de la journée, pas à la fin de la journée, mais à la fin de l'année, ça a été un désastre d'avoir des outils à batterie parce que on n'a pas fait le bon choix, parce que ça affecte la productivité, on va pas aller pointer cette personne-là puis dire « Hey, je t'avais dit, c'était pas une bonne idée aussi. » Fait que collectivement, on prend une décision ou individuellement, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui est d'accord, puis on a besoin de leader le dossier puis de dire « Écoute, faites-moi confiance, on va le faire. » Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'à la fin de tout ça, quand il y a quelqu'un qui a le courage de prendre une décision, ou quand il y a quelqu'un qui veut s'occuper de quelque chose, il y a le support à 100% de tout le monde. Puis après ça, si on s'est planté, on s'est planté ensemble. J'adore ce que tu viens de dire, Franco, parce qu'on parlait d'ego tantôt, puis cette manière d'agir-là, c'est très humble. Dans le sens que quand on gagne ensemble, puis quand on perd ensemble, tu sais, parce que c'est facile de pointer du doigt quand les choses vont pas bien, mais encore là, ça se rattache au respect que tu parlais tantôt. Absolument. Puis prendre des décisions. Quand la décision est prise, c'est l'équipe qui a pris la décision, c'est pas une personne. Fait qu'on assume tout. Puis il faut aider. Il faut l'aider à cette décision-là qu'on a prise, même si on n'était pas d'accord, à ce que ça fonctionne.
Puis c'est ça la force, c'est ça le bonding de tout le monde, puis de mettre l'épaule à la roue, là, puis de dire, bon, ben regarde, moi, j'y crois pas tant que ça, mais on va l'essayer, puis on avance. Ou sinon, ben, c'est dur là, d'avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5, 6 personnes unanimes sur quelque chose. Quasiment impossible. C'est impossible. Ça se peut pas. Il y a tout le temps un peu qui veut y aller, un peu qui veut pas y aller. Mais l'important, c'est la mission, puis c'est le collectif, là. Mais tu peux pas avoir une équipe qui est pareille. La force d'une équipe, c'est d'être complémentaire. Fait que des fois, les gens qui s'opposent à quelque chose, ils amènent des bons points, puis ça ajuste le tir un peu, là. Absolument. Souvent, tu sais, je dis ça en riant, là. Tu sais, celui qui a dit la chose peut-être la moins intelligente ou le commentaire le moins pertinent pendant cette réunion-là, ben, tu t'en vas en char après puis tu te dis, ben, Chris, il avait raison. Tu sais, mais sur le coup, parce que tu veux défendre ton point, tu veux faire tes affaires, oh, Christy, ça n'a pas d'allure, là. Et de quoi tu me parles, tu sais? Puis après ça, ben, quand tu te déposes un peu puis tu t'en vas, tu te dis, Chris, c'est un bon point. Puis ça, de le reconnaître, ben, c'est ça l'important. Puis après ça, ben, tu reviens un peu sur tes choses, puis il n'y a rien de trop difficile à défaire ou à refaire. Il faut juste accepter, essayer de prendre les mauvaises décisions. Puis il y en a des mauvaises décisions. Il y en a plein de mauvaises décisions. Il y en a plein de bonnes. Puis en équipe, ben, tu essayes de vivre avec, puis de t'ajuster tout le temps. Absolument. Puis dans des circonstances économiques qui montent puis qui descendent, est-ce que vous avez des techniques différentes quand les temps sont plus durs versus quand les temps sont meilleurs? Comment ça se produit, ça, cette différence-là? Écoute, le parallèle est un peu... je vais te faire un parallèle avec le corps humain. Le corps humain, c'est une machine extraordinaire. Là, c'est super. Mais grossir, engraisser, c'est facile. Puis ça, je l'associe à de la croissance. Fait que faire de la croissance dans une entreprise, c'est facile. Tu es capable, tu sais, peu importe si tu es dans une économie ou si tu es dans un endroit où il y a de la possibilité de faire une croissance, ben c'est un peu comme quand tu manges n'importe quoi puis t'engraisses, c'est facile d'engraisser. Mais quand que tu dois maigrir puis que tu dois te restreindre parce qu'il y a une économie qui est plus tight, il y a des choses, tu sais, le contexte économique est plus difficile et tout, ben c'est exactement comme être au régime. Puis être au régime, ça prend de la rigueur, puis ça prend du courage, puis ça prend des efforts jour après jour. C'est pas genre, aujourd'hui je vais faire ci, demain je vais faire ça. Fait que c'est sûr que notre mécanisme entre nous, c'est d'essayer d'être ultra rapide avec une économie, avec une vision, avec des actions, avec un chiffre d'affaires. Mais c'est difficile. C'est difficile de justement être comme au régime, puis d'être ultra rapide, de dire, OK, on va couper ci, on va couper ça. Fait que c'est un défi. C'est un défi. Je pense que tout le monde va être d'accord dans les entrepreneurs. La croissance, c'est bien plus le fun que de la décroissance ou d'être capable de réduire puis de s'adapter. Tu sais, quand tu veux grossir, je suis aucunement prêt à dire que tu le fais n'importe comment, mais c'est plus facile. Il y a plus de place à faire de l'essai-erreur puis à ce que ça soit pas parfait parce qu'il y a du volume, parce que tu es capable d'avancer. Tandis que quand tu dois rétracter puis tu dois faire des choses, ben tu dois être agile, tu dois être rapide, puis c'est des choses que ça prend du courage. Tu sais, mettre du monde à pied, réduire le bureau, peu importe les exemples qui nous viennent en tête là, de à quoi bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour réduire une entreprise, ben c'est toutes des décisions difficiles. Puis c'est toutes des choses auxquelles tu es attaché parce que tu te dis, ben, si on le fait, c'est prêt, si on pourrait avoir le chiffre d'affaires, si on pourrait... Mais, donc, les mécanismes, c'est vraiment de suivre l'information le mieux qu'on peut avec le marché, puis d'essayer de prendre en temps le plus rapidement possible les décisions pour être capable de ou faire de l'expansion ou réduire. Mais c'est pas mal ça. Fait que
si je comprends bien, les conseils qu'on peut donner à notre audience, c'est d'être vigilant aux espaces où est-ce qu'on devrait faire de la croissance versus se restreindre, parce que à l'antipode, faire une réduction, c'est des sacrifices qui font mal. Absolument. Il faut être radical. Tu peux pas... Si à très court terme, là, tu vois pas la cure de on va rétablir le chiffre d'affaires ou peu importe, là, tu as besoin d'être radical parce que ça va très vite en entreprise. Fait que, tu sais, c'est dans un plan d'affaires là, conventionnel, là, normal, on se donne des objectifs, on se dit on va faire tel chiffre d'affaires, on va faire si on établit ces normes-là. Mais si on n'est pas capable de suivre ces indicateurs-là, ben, il faut être radical. Il faut vraiment prendre des décisions pas le fun pour réaligner le tir. Absolument. Bien, merci pour ces conseils, Franco. Je vais passer maintenant à la partie plus intéressante qui nous drive vers l'innovation, la croissance, puis on va arriver à des conseils dans ce niveau-là. Comment, chez Sandco, est-ce que vous décidez d'évoluer, puis comment ça contribue à l'ADN puis l'histoire de plus de 40 ans de Sandco? Écoute, on essaye d'être à l'affût tout le temps des nouveaux matériaux, des nouveaux équipements, de la technologie, de l'intelligence artificielle, de tout ce que les outils de gestion comme Svalgo, qui sont capables d'amener pour être capables d'optimiser tout le temps puis d'avoir l'information au bon moment. Bien, c'est la mission d'innovation. On est quand même dans un domaine où c'est encore très manuel, c'est encore très difficile. On travaille à l'extérieur. On n'est pas capable de faire de la préfabrication au sens de construire à l'intérieur d'une usine puis d'aller le mettre sur le chantier. Il y a certains éléments qui se font. Donc, d'essayer d'être à l'affût des nouveaux équipements, de ne pas être fermé, puis d'essayer d'avoir un plan d'achat et de renouvellement, parce que c'est très difficile. Au fil du temps, tu as pris des décisions, tu as avancé, puis tu as choisi des équipements. Des fois, il y en a qui sont plus intéressantes ou plus performantes, mais c'est très difficile pour l'entreprise de changer. Tu as investi des millions de dollars dans un système, bien là, de te dire... Fait que c'est d'être capable de se garder une certaine latitude puis d'être capable d'adapter les nouveaux systèmes, les nouvelles choses, la gestion. Puis, dans notre entreprise, ce qui est un des éléments qui est important chez nous présentement, c'est qu'on a une conscience énorme que l'humain, c'est avant tout. Avant, disons, être un entrepreneur comme mon père il y a 40 ans, ses défis étaient différents. Il voulait... c'était peut-être d'avoir accès à du financement, c'était peut-être comment avoir les sous pour acheter quelque chose, mais il ne s'est jamais préoccupé de qui va opérer ma grue, qui va être mon contremaître, C'était acquis. Il y avait des gens, il y avait du monde avec de la compétence qui était capable. Puis donc, lui, être entrepreneur, c'était vraiment d'avoir les outils pour être capable de réaliser les chantiers. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est un autre game. C'est un autre game. Les équipements sont accessibles. Le financement pour les équipements, c'est accessible. Tout ce qui est bancaire, c'est différent qu'il y a 40 ans. Puis aujourd'hui, ben, c'est l'équipe. C'est le monde. C'est les humains qui sont sur les chantiers après travailler. C'est ça notre capacité. Sans eux, ben, il n'y a rien. Là. Absolument. Fait que on revient toujours au respect et à la confiance dans l'équipe, ce qui est primordial. Tantôt, Franco, tu as mentionné l'intelligence artificielle. Le coffrage, c'est un gros domaine. Je veux dire, il y a des bâtiments partout. Comment vois-tu la participation d'intelligence artificielle dans le domaine du coffrage? Écoute, je crois que ça va, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est quelque chose qui va beaucoup aider en soumission, les chargés de projet, en comptabilité. Ça va faciliter énormément la prise de données, avoir accès à de l'information, être capable de pousser de l'information. Je pense que ça va être très utile.
Et ça va faciliter la vie en chantier. Mais en chantier aussi, je crois il va se développer des techniques où on va être capable de poser des questions ou certaines prises de décision entre des choix difficiles là, dans un échéancier. Est-ce qu'on va faire ci? Est-ce qu'on va faire ça? Mais on va être capable d'avoir une opinion artificielle, là, de quelque chose qui va être beaucoup plus factuel que nous. Nous, on va être on est beaucoup émotionnel. Exactement. On est beaucoup dans l'émotion. On est beaucoup il mouille aujourd'hui. Hein. Donc, je pense que ça va amener un aspect puis une facilité à avoir comme des assistants tout le temps qui vont être avec nous. De la prise de données, des photos, des plein de choses qu'on va être capable de faire des choses beaucoup plus facilement. Puis de venir amener une intelligence, d'avoir une perspective différente là, de qu'est-ce qu'on fait. Absolument. Puis tu sais, ce que j'ai entendu, c'est l'accès à l'information, la prise de décision qui va être accélérée. As-tu des conseils à partager dans l'historique? Il y a eu des différentes milestones, si on veut, d'adoption de nouvelles technologies, que ce soit dans l'équipement de coffrage, dans les grues et tout ça. Là, c'est une nouvelle ère. Hein? C'est un ère d'intangible. Là. C'est pas matériel, mais il y a des techniques qui se ressemblent pour l'adoption. Peux-tu nous donner quelques conseils de comment on peut adopter des nouveaux processus ou équipements? Ben, je pense que le conseil numéro 1, et évidemment, ça va avec un budget, ça va avec une capacité d'entreprise, mais il n'y a pas de temps à perdre. Si on le sait que l'intelligence artificielle, ChatGPT, peu importe, il y en a 1 million, là, mais si on a l'idée puis on a la perception que ça peut aider, il faut le mettre en place. Puis, c'est pas de sauter d'une chose à une autre, c'est vraiment d'avoir une direction puis de le faire. Dans les équipements aussi, il faut être capable de voir la rentabilité, de dire, écoute, oui, puis que ça soit tangible, de dire, on va faire ça, ça va donner quelque chose, le mesurer puis continuer. Tu sais, on n'est pas tout obligé d'avoir tout changer pour être capable de le faire. On peut prendre un chantier, on peut prendre des choses, mais l'idée, c'est d'essayer. C'est pas d'attendre, de dire oui, mais OK, on va attendre d'avoir tout en place, les ingrédients parfaits pour être capable de le faire. Non. Si on est capable d'intégrer ChatGPT à 25$ par mois à tous les chargés de projet sur leur téléphone, bien, qui commencent avec ça. Après, si on est capable de l'amener à un niveau encore plus, bien, ça va évoluer. Mais tu sais, les gens qui disent « Oh non, moi, je veux pas essayer ça, je suis pas là, je suis pas ci, je suis pas ça », bien, ils passent à côté de quelque chose. Absolument. Puis, t'es en retard. Absolument, parce que la compétition, elle le fait. Puis ce que j'entends, c'est faut prendre des décisions réfléchies. Hein, on fait pas n'importe quoi, mais on essaye. À un moment donné, on se lance parce que... Exact. Tu sais, on en rencontre des entrepreneurs qui veulent que tout soit parfait, mais entre-temps, tu sais, si tu veux que tout soit parfait, tu manques le bateau sur plein de trucs, là. Ouais. Des escaliers, ça se monte 1, 2, quelques marches à la fois, mais tu peux pas sauter jusqu'en haut. Absolument. Fait qu'il y a des étapes pour se rendre là. Merci beaucoup pour ces conseils-là, Franco. La dernière partie de notre podcast, c'est, dans le fond, l'engagement social. On a parlé d'être très humble tantôt, d'avoir de la reconnaissance, mais ça vient aussi avec redonner. Puis je pense qu'il y a des éléments très intéressants qu'on devrait apprendre de Sandco là, aujourd'hui. Oui, écoute, nous, on est très impliqués, autant dans les associations patronales, autant dans les hôpitaux, les écoles et tout. Notre vision première, c'est que notre responsabilité, c'est que si on est capable de le faire, on doit le faire. Puis si on le fait pas, ben on n'est pas correct, là. C'est peut-être pas le bon terme, là, mais je veux dire, on participe pas à une société, puis on redonne pas à une société, puis on n'est pas prêt à aider. Si on n'est pas capable de le faire, c'est évident. Si on n'a pas les sous pour le faire, je veux dire, on peut pas se sentir mal de ne pas pouvoir le faire. Mais quand tu es dans une position où tu es influent, puis tu es dans un marché, où tu es capable de parler à des fournisseurs, que tu es capable de parler à des clients, tu es capable d'avoir accès à un réseau, puis que tu n'essayes pas de mettre ça en place pour redonner, ben tu faillis à ta responsabilité. Fait que nous, on le voit vraiment comme ça.
moi, je suis très, très impliqué avec l'hôpital Santa Gabrini. Je fais partie du CA, ça fait 12 ans. On fait plein de causes, on aide pour plein de choses à l'hôpital parce que c'est vraiment un domaine qui a besoin. On s'est engagé aussi pour... ils ont construit des nouveaux blocs opératoires, puis la Fondation a donné 10 millions de dollars. Fait qu'on a fait une campagne de financement majeure pour être capable de faire ça. Extraordinaire. Oui, mais tout ça, ça se fait à travers nos clients, à travers nos fournisseurs. Puis on était capable de faire ça. Puis Lino, Marco, Eddie, Sergio, Antero, tout le monde fait partie d'un CA, fait partie de l'APEC, de peu importe l'association dont Marco a été un des présidents et tout. Mais c'est notre manière de redonner. Redonner pourquoi? Pas simplement en richesse puis en argent, mais en temps, puis en se sentant responsable. Donc, tu sais, tout le monde, c'est important quand vous avez accès à des personnes qui veulent vous aider de le faire. Parce que sinon, ben, vous passez à côté de quelque chose, puis il n'y a personne d'autre qui va le faire. Fait que c'est important quand on est dans une position qu'on peut aider, ben d'aider. C'est très touchant, qu'est-ce que tu viens d'expliquer, Franco, puis définitivement, c'est quelque chose que les entrepreneurs qui sont capables de faire, il faut qu'ils trouvent une manière de redonner. Mais de où c'est venu cette culture-là, cette mission-là de redonner pour que l'environnement puis pour que la population ait de l'espoir, là? Bien, écoute, je pense que ça vient de nos racines primaires, là, de vraiment de la manière que nos parents nous ont élevés, de la fraternité entre nous aussi, entre frères et sœurs, puis ben, d'être reconnaissant. Tu sais, on est reconnaissant d'être des fils et d'immigrants qui sont dans un pays... tu sais, on est dans un pays d'accueil, là. Moi, je suis né ici, mais il y a la moitié de la famille qui ne l'est pas, puis l'autre qui est né ici. Puis de redonner à la société ce qu'on nous a aidé, ben, je pense que les valeurs viennent de là. Puis pour nous, c'est comme inconditionnel. Si on est capable de le faire, on le fait. Si on peut pas, ben, on le fait pas. Mais c'est super important. Tu sais, des fois, c'est intangible, mais redonner, ça contribue à un mindset, ça contribue à une énergie, puis ça contribue aussi à un succès. Absolument. C'est peut-être pas mesurable, mais définitivement que ça revient. T'sais. Il n'y a pas un événement qu'on a fait ou il n'y a pas un événement où on a participé, qu'on n'a pas rencontré, discuté, fait quelque chose. Ça l'amène. Écoute, sur le CA de Santa Gabrini, j'ai un ami que je connaissais pas du tout avant, là, qui est Lio Arcobel, que je salue. Et cette personne-là, ben, on était 2 membres dans un CA. Lui est devenu président du CA et tout, de la fondation. Puis on est devenus des super bons amis. C'est le parrain de ma fille. Tu sais, donc, ça l'amène plein de choses. Ça l'amène à rencontrer plein de personnes. Puis c'est super. Absolument extraordinaire. Encore chapeau à toute l'équipe de Sanco là-dessus. C'est un très beau mouvement qui devrait être adopté par beaucoup de monde dans l'industrie d'ailleurs. Maintenant, où est-ce que va être Sanco dans 5-10 ans? Ah, ça, tu vois, c'est une question que je ne m'attendais pas. Mais notre mission première, c'est de toujours être dans le coffrage, de tout le temps être... à l'avant-garde, d'avoir une belle entreprise. Mais dans 10 ans, la mission première, c'est la pérennité d'entreprise. Puis cette pérennité-là va passer par intégrer des personnes chez nous qui sont à l'extérieur de la famille. Ça va être par la 3e génération, là, nos enfants qui prennent place dans l'entreprise, puis ils vont occuper des endroits stratégiques. Donc, puis on se voit tout le temps après faire des travaux d'importance, puis de participer au développement du Québec. Tu sais, dans une vie, on va être limité quand même à certains projets. On aimerait tous les faire, mais tu sais, on a déjà la chance de pouvoir dire que
On a fait le CHUM, on a fait la Banque nationale, on a fait l'hôpital de Vaudreuil, on a fait plein de choses pour Hydro-Québec, on a fait des ponts, on a fait des écoles, des routes, plein de choses. C'est super valorisant. Fait que je veux qu'on puisse, dans 10 ans, en nommer encore plein d'autres puis de participer. Extraordinaire. Puis de ce que je viens d'entendre, c'est que la 3e génération, elle commence, là. Elle est là. Elle est là. Elle est à nos portes. Puis ça va être une grande transition parce que aussi, on veut qu'il y ait beaucoup de monde de la famille, comme qu'on a tout le temps été, mais on veut intégrer vraiment des personnes qui sont à l'extérieur. Puis je pense que d'intégrer des personnes de l'extérieur va assurer une pérennité à l'entreprise. Des chapitres très, très excitants à venir. Exact. Est-ce que tu as quelques derniers conseils à mentionner à l'audience pour des gens qui sont soit en affaires avec la famille ou qui veulent se partir en affaires avec leur famille? N'hésitez pas. Respect, entraide entre vous, puis beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour, parce que c'est ce que ça prend, puis comme j'ai dit tantôt, on a tous des forces, des faiblesses. C'est juste de mettre tout ça ensemble puis d'aller de l'avant. Je suis très fier de notre moment ensemble. Le temps, on l'a dit, c'est une des choses les plus précieuses. Merci beaucoup, Franco, d'avoir pris le temps d'être avec nous autres ce matin puis nous partager, dans le fond, la vision, la mission de Sandco qui tourne autour de l'être humain, mais aussi du respect. On va être très, très fiers de voir les grues de Sandco qui chapeautent le Québec. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné le privilège de participer à ce podcast-là avec vous. Puis, merci beaucoup. Merci, Franco. Encore une fois, aidez-nous dans notre mission. Partagez le podcast avec votre réseau. Ça va nous aider justement à répandre les conseils, les astuces puis les bonnes pratiques. Merci. À bientôt.